d'abord, euh, euh, il y a plusieurs extrêmes droites, mais il y a une extrême droite colonialiste. D'accord. Donc, ce monsieur en est un parfait représentant. Vous savez, par exemple, il est allé superviser, alors, avant d'être chef d'état-major du président de la République, il est allé superviser la construction du mur en Israël. Vous savez, ce mur que l'on a construit en profondeur pour empêcher les Palestiniens de creuser des tunnels et d'aller en... Je pense que ça décrit le personnage. Vous n'avez pas fini votre phrase, vous dites c'était pour empêcher les Palestiniens de rentrer... De creuser des tunnels pour rentrer sur le territoire israélien. Alors, mais en fait, ce dont vous parlez, en fait, c'est du national-sionisme. C'est-à-dire du côté de l'extrême droite qui est totalement dans la poursuite du colonialisme et dont, en fait, le socialisme est une sous-version dévirilisée, quelque part. Si on prend le positionnement de François Hollande. Et moi, je ne sais pas comment expliquer tout ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement un groupe de pression coloniale en France aujourd'hui. Ça n'est pas une vieille histoire, ça continue aujourd'hui. On a eu une lecture de la décolonisation française avec l'histoire de la France-Afrique. Je pense que cette lecture, à laquelle j'ai participé, je pense aujourd'hui que c'est complètement faux. Je pense qu'il y a toujours eu la continuation de ce groupe de pression qui a été entretenu par certains industriels, mais certains seulement. Et quand on a décidé la guerre ici en Syrie, vous savez, le président Giscard d'Estaing a donné une interview aux Parisiens pour dire il faut rétablir un mandat de l'ONU. Rétablir un mandat de l'ONU, c'est-à-dire qu'il faut recoloniser. Parce qu'il faisait allusion au mandat qui avait été donné par la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale sur la Syrie et le Liban. C'était dans le cadre, dans la continuation des accords Sykes-Picot, de division de cette région entre l'Empire britannique et l'Empire français, et un des auteurs des accords Sykes-Picot, François-Georges Picot, est le grand-oncle du président Giscard d'Estaing. Donc c'est la même continuation, c'est même la même famille et la même continuation. D'où l'opposition qui vous est balancée en pleine figure de ce parti qui est jusqu'au boutisme dans la continuation de ce délire colonialiste finalement. Avec Moi, je pense qu'il y a des... Je constate qu'il y a des gens qui soutiennent la théorie coloniale encore aujourd'hui, et que ces gens ont utilisé les moyens de l'État français pour poursuivre leur objectif personnel. Mais ce lefévriste dont vous parlez, ce général dont vous parlez, quel a été son rôle en Syrie, puisqu'on parlait de poursuivre François Hollande pour ses crimes en Syrie? Est-ce que vous pouvez détailler un peu ça? Parce que c'est ça qui est... Oui. Alors, le ministère de la Défense a refusé de s'engager dans une opération coloniale. Et donc, ce général a pris prioritairement des éléments au sein de la Légion étrangère et a dirigé les opérations ici en Syrie, en dehors du ministère de la Défense. D'accord. Et ils ont commis des exactions sur les populations? Bien sûr. Bien. Vous savez, ils ont encadré les djihadistes. Alors, quand vous faites ça, vous êtes responsable de ce que font les djihadistes. Si vous les encadrez, par exemple,
ce sont eux, avec des soldats turcs également, qui ont attaqué le village de Maloula. Vous savez, le plus ancien chrétien au monde. Et ils ont attaqué ce village parce que c'est un symbole particulier, il y a des choses très particulières là. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue stratégique, absolument aucun. Bon. Mais ils ont attaqué ce village et ils ont été détruire des choses précises dans ce village. Ça, je dis ça parce que j'ai dit tout à l'heure que le général Puga était un catholique lefévriste, hein, mais je constate qu'il a été, il a supervisé une opération pour détruire les symboles chrétiens le souvenir chrétien de ce village, parce que ça n'est pas sa conception du christianisme. Je crois que ce que vous dites permet de comprendre un peu mieux le prisme de l'insanité française et de cette opposition soi-disant laïque, anti-religieuse, avec l'ambiguïté de groupes qui se prétendent religieux, mais qui sont en réalité totalement aspirituels, finalement. Hein, on va le dire comme ça. Oui, oui. Oui. Alors, pour revenir un peu sur le chapitre bactériologique, si on revient sur la Seconde Guerre mondiale, on a vu que dans le cadre de l'opération Paperclip, les Américains avaient exfiltré par exemple des scientifiques comme le professeur Eric Traub, à qui ils ont confié des centres de recherche bactériologique. Et c'est du centre de ce qu'on appelle l'îlot Plume, abrite l'îlot Prune, qui est au large de New York, qui n'est pas très loin, c'est les côtes sur l'État de New York et la ville de New York. Il y a un centre qui a créé en réalité la maladie de Lyme, avec la maladie par les tiques, la contagion par les tiques. On a vu que les Américains avaient négocié de ne pas poursuivre certains scientifiques japonais de l'unité 731 qui avaient poursuivi des expériences de répandre la peste par des puces jetées en avion sur les Chinois. Aujourd'hui... Je vous rappelle que vous avez une statue du professeur Sasagawa qui se trouve dans le hall d'entrée de l'Organisation mondiale de la santé. Et est-ce que vous connaissez l'origine de cette réalité? Est-ce qu'il a apporté quelque chose en particulier qui justifie ceci? Au début, l'Organisation mondiale de la santé a été créée avec un financement japonais. Et quand vous dites au début, vous parlez de quelle époque? Excusez-moi, je suis un peu inculte. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Sasakawa n'a jamais été poursuivi. Et il a fait partie de ces opérations mises en place de ces recherches mises en place par les nationalistes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Sûr. Et vous connaissez la portée de ces recherches? C'était sur quel secteur, quel domaine? Je ne sais pas, non. Il faudrait. Bon, ça, je le remettrai je mettrai une référence à rechercher pour les auditeurs. Et donc, est-ce que vous pensez que, finalement, vous disiez que, vous m'aviez dit, il me semble, hein, si je me rappelle bien, que les Russes aussi avaient exfiltré des scientifiques nazis, mais que très vite, ils avaient refusé de travailler pour des raisons d'éthique avec eux. Vous pouvez développer un peu cette aspect-là? Donc, les soviétiques ont renvoyé les scientifiques allemands chez eux en Allemagne. Pour des raisons d'éthique? Oui. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient dans un comportement qui était inhumain, ou quelle est la raison spécifique? C'est que Écoutez, moi j'en sais pas plus que ça, mais ce qui est clair, c'est que le motif de leur renvoi, c'est une divergence éthique entre les deux groupes. Et dans une époque de... C'est facile à déduire. Mais dans une époque de concurrence avec les États-Unis, ils n'ont pas pensé que les Américains allaient en profiter pour se réaccaparer ces scientifiques-là, justement? C'est quand même assez... Ce qu'ils ont pensé, et à juste titre, c'est que s'ils prenaient la voie des États-Unis et des nazis, ils allaient se perdre. Mais que s'ils restaient fidèles à eux-mêmes, ils iraient plus loin. Parce que... Et effectivement, les soviétiques ont eu des progrès scientifiques bien plus importants que ceux des États-Unis et des nazis. Ce sont les soviétiques qui sont allés les premiers dans l'espace et tout ça, c'est pas les nazis. Hein.
Oui, Werner von Braun ne faisait que courir derrière les soviétiques. bon, on peut avoir ce point de vue, effectivement, mais bon, si je regarde, moi, Eric Traub, il ne faisait que des expériences sur les vaches et sur les animaux. Hein. Je ne pense pas qu'il y a assez d'éléments pour dire que Eric Traub faisait des expériences sur les êtres humains. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, les laboratoires américains qui ont bénéficié de ces avancées scientifiques nazies, eux n'ont pas hésité à faire des expérimentations sur les êtres humains. On avait parlé du LSD. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça avec Pont Saint-Esprit, où ils ont testé sur le pain des Français des drogues et des produits hallucinogènes? Le, à un moment, les États-Unis, dans leur recherche de trouver des moyens pour conditionner les gens, ont testé toutes sortes de drogues et ont inventé de nouvelles drogues, ou ils ont fait inventer de nouvelles drogues. Donc ce sont eux qui ont financé en Suisse les recherches sur le LSD. Dans ce but-là. Et d'ailleurs, la CIA a utilisé le LSD après, tout à fait consciemment, dans les ghettos noirs à Los Angeles, parce que c'était un moyen pour elle de contrôler cette population noire. Tout ça est parfaitement documenté, et je pense qu'il y a personne ne peut le contester aujourd'hui. Il y a eu des opérations, effectivement, de également, la CIA a mené des expériences sur des échantillons de population à des endroits donnés. Et en France, il y a eu une expérience qui a été menée dans une commune, à Pont-Saint-Esprit, où voilà, personne n'a su s'expliquer à ce moment-là ce qui se passait, mais les gens ont été pris d'une folie collective. On a cru que c'était le pain, l'ergot de seigle qui transmettait cette maladie, mais pas du tout, puisque il y a quelques années, je ne sais plus, moi j'ai été le premier à publier ça, il y a quelques années, ils ont sorti, on a sorti des archives de la CIA un document qui prouve que c'est la CIA qui a mené cette expérimentation à Pont-Saint-Esprit. Voilà. Alors, ce que je trouve absurde, c'est qu'en France, les autorités communales à Pont-Saint-Esprit continuent à nier cette chose-là, alors qu'il y a des documents. Enfin, oui, bien sûr, mais il y a aussi des documents comme quoi les Américains ont testé sur leurs propres soldats et sur des populations, ils ont fait de la dispersion de bactéries pour voir l'effet que ça aurait. Ça aussi, ça a été recensé. Les Israéliens eux-mêmes l'ont fait sur leurs propres soldats, ont fait des tests identiques. Après, est-ce que vous pensez que ce dont on parle, aujourd'hui, on le voit appliqué de manière internationale sur les populations par le type de pandémie de ce qu'on voit actuellement? Est-ce que vous pensez que c'est le produit dérivé de toutes ces recherches parallèles? Je n'en sais rien. D'accord. Je n'en sais rien. Mais je suis comme vous. J'ai cette hypothèse en tête. Ça vous travaille quand même un peu. Vous vous dites que c'est possible et ça. Et c'est pas un peu, ça me travaille beaucoup, mais je n'en sais rien. Vous attendez d'avoir plus d'éléments pour avancer. Alors, je suis plutôt content parce qu'on a réussi à récupérer à peu près tous les éléments qu'on avait abordés dans la partie que je n'avais pas enregistrée. Est-ce que, puisque je ne vais pas non plus accaparer votre temps toute la journée, vous avez une conclusion relative à ce qui se passe en France et un message que vous voulez adresser aux Français particulièrement dans ce contexte? Alors, je constate que le gouvernement français est aujourd'hui ébranlé dans sa certitude qu'il est justifié à mener ce confinement obligatoire de la population saine. Mais il est temps. Je vous rappelle que en Chine, quand il y a eu le confinement de la population de la région de Hubei, il n'y a pas eu de confinement dans d'autres régions, alors que d'autres régions ont été touchées autant que le Hubei. En fait, tout l'est de la Chine a été touché. Le gouvernement central, en imposant cette
ce confinement, ou j'ai envie de dire cette résidence surveillée de chacun à son domicile, répondait à une question politique et pas à une question médicale. C'est la question du mandat céleste et du fait que le gouvernement central reprenait la main dans cette région. Pour ce qui est du traitement de la maladie, il n'a jamais été question de confinement obligatoire. Il a toujours été question, au contraire, de laisser circuler les gens et de faire des tests pour savoir qui est malade, puis de traiter les gens qui sont contaminés et de soigner ceux qui sont malades aigus. Bon. Donc, le gouvernement français arrive progressivement à cette vérité qu'il a niée depuis le début. Le confinement n'est pas une mesure médicale, c'est une mesure administrative pour la gestion des hôpitaux. Que nos énarques ont commis de graves erreurs depuis 30 ans, gèrent les hôpitaux n'importe comment, ne payent pas le personnel et n'ont pas le matériel nécessaire. Voilà. Donc, pour réparer leurs erreurs de gestion, ils décident ça et ils appauvrissent la totalité du pays. C'est, à mon sens, absolument incompréhensible. C'est une erreur politique grave qui coûte à tout le monde et qui va coûter bien plus de vies que ce que l'on aurait eu si la maladie s'était répandue normalement. Ça coûtera plus de vie parce que quand on est confiné à domicile, il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles psychologiquement. Il y a des gens chez qui ça va provoquer de très graves troubles psychiatriques. Ça, c'est sûr et certain. Et de toute manière, vous avez pour les gens en bonne santé, eh bien, ceux-là vont découvrir peut-être qu'ils ont commis quelques erreurs de jugement auparavant. Vous savez qu'actuellement, dans le Hubei, vous avez une grande vague de divorces, par exemple. Bon, ben, vous allez peut-être voir la même chose en France après ce confinement. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la France commence à avoir des tests. Alors, le professeur Delfrécy a reconnu, le président du comité scientifique de l'Élysée sur le coronavirus, le professeur Delfrécy a reconnu ce matin dans la Croix, en fait ça a été fait il y a 3 jours cette interview, mais c'était publié ce matin dans la Croix, que le confinement n'était pas la bonne solution. Je dis moi que ça n'est pas la solution du tout. Ça n'est pas une mesure médicale. Ça ne soigne personne, le confinement. On vous dit, vous ne devez pas être malade aujourd'hui, vous devez être malade dans 15 jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça ne change rien. Le professeur Delfrécy dit maintenant, nous devons étendre les tests. Alors pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui? Puisque à Marseille, les hôpitaux universitaires font ce test. Pourquoi les autres ne le font-ils pas? Première question. Deuxième question, en Chine, on traite les personnes malades avec un médicament contre le paludisme. À Marseille, où une équipe travaille là-dessus, une équipe qui est mondialement célèbre, c'est sans aucun doute la meilleure équipe en Europe et certainement une des meilleures au monde. Donc, cette équipe dit qu'il faut utiliser le même médicament sur les personnes contaminées. Pourquoi ne le fait-on pas? Alors maintenant, on lance un protocole pour voir si ce médicament va avoir de bons résultats chez les Français, alors qu'il a de bons résultats chez les Chinois. Sommes-nous très différents des Chinois? Troisième question, en Chine, pour les personnes gravement malades, on utilise de l'interféron cubain, c'est une forme particulière d'interféron, qu'en France, on ne le produit pas. Et donc, on ne l'utilise pas. Mais
pourquoi n'en fait-on pas venir? Toutes ces questions, c'est simplement de se demander pourquoi des médecins ne font pas leur travail de scientifique, mais se contentent d'appliquer des directives. C'est ce qu'on disait au début de cet entretien. La France n'est plus un pays scientifique, c'est un pays dogmatique. Aujourd'hui, on attend des instructions du ministère de la Santé pour donner un médicament qui a été expérimenté et qui a réussi en Chine. Je ne comprends pas ça. Autre chose que je voulais vous dire. Il n'y a plus une ligne dans la presse sur ce qui se passe dans le monde. On ne parle que de coronavirus, etc. Actuellement, il y a une guerre au Proche-Orient. Cette guerre, elle est au Yémen. Dans les derniers jours, les Britanniques ont débarqué. Ça n'est même pas sur le site du ministère britannique de la Défense. Surtout, n'en parlez pas. Mais les Britanniques ont débarqué à l'île de Socotra avec les Émirats arabes unis et les États-Unis pour installer une base militaire permanente. Ils ont même amené là-bas des missiles patriotes. Une opération conjointe a été menée par les Houthis, qui sont soutenus par les et par des tribus soutenues par les Émirats arabes unis et les États-Unis, ensemble, donc les États-Unis et l'Iran ensemble, se sont retournés contre les troupes saoudiennes. Et ils ont gagné. Actuellement, tous les Saoudiens ont été soit faits prisonniers, soit se sont enfuis du Yémen. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir qui va continuer, va poursuivre jusqu'à atteindre l'Arabie Saoudite au cœur et à renverser les Saouds. C'est ça qui se joue actuellement. Donc, quand le coronavirus sera terminé, peut-être vous apprendrez qu'il n'y a plus de Saouds et plus d'Arabie Saoudite. Ah, d'accord, carrément.